Bonjour à tous, et bien pour Histoire d'Alia, aujourd'hui on est content de recevoir dans sa maison à Ra'anana, près de Tel Aviv, Nathalie Ohana. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous, bon, pour commencer, comment votre situation en France, avant de faire votre Alia il y a maintenant 4 ans. 4 ans, quelle était votre situation et comment s'est passée finalement la décision, la progression vers la décision de venir en Israël vous installer? Ma situation, elle était extrêmement confortable. Puisque j'habitais au centre de Paris, j'avais déjà 3 enfants. Mon mari et moi, on a fait des grandes écoles, donc on a accédé à des emplois assez prestigieux. Donc honnêtement, sur le papier, mes amis n'ont pas trop compris pourquoi on est parti, puisque on avait, entre guillemets, tout pour être heureux. Et en même temps, il y avait toujours une sorte de frustration complètement larvée, où j'avais le sentiment d'avoir tout, mais je dis souvent j'avais tout mais pas l'essentiel. C'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose et j'avais à chaque fois du mal à poser les mots sur cet essentiel qui me manquait. Et cet essentiel qui me manquait se révélait à chaque fois que je venais en Israël en vacances, où j'avais une sorte de communion avec des inconnus dont je ne parlais pas la langue, avec qui je partageais vaguement la culture, mais vraiment par bribes. Et à chaque fois que j'étais en Israël, j'avais un sentiment un peu bizarre d'être à la maison. Et donc le retour à Paris était à chaque fois très douloureux, puisque j'avais à chaque fois l'impression de ne pas vivre dans la bonne vie. J'avais l'impression de vivre à côté de ma vie. Et j'avais à chaque fois cette représentation-là qui était forte au moins pendant 1 mois après le retour. Donc je me levais le matin, j'allais au travail, j'écoutais la musique israélienne dans les oreilles, je regardais les gens dans le métro et je me disais « qu'est-ce que je fous là ?» Voilà, et donc j'ai essayé d'étouffer ce sentiment pendant pas mal d'années. Et vraiment le déclencheur pour moi, ça a été la naissance de mon 3e enfant, où j'ai eu un congé maternité un peu plus long que les autres, pendant 6 mois. Et donc une grande prise de recul. Et c'est vraiment à la naissance de ma fille que j'ai recommencé à me plonger dans mon avenir, mes projets, et que la question de l'Alia s'est reposée. Et est-ce que votre mari évoluait un peu avec vous sur cette modalité-là? Alors mon mari, il était beaucoup plus... ça faisait longtemps qu'il sentait qu'il fallait que nous partions. Et moi, en fait, j'avais un besoin de sécurité, de confort, un travail que j'aimais énormément, dans lequel je m'investissais. Et donc, je freinais des cas de fer. Et à chaque fois, il me retendait la perche d'Israël. Et moi, ça me semblait en fait un saut dans le vide, me disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? On parle pas la langue. Voilà, vraiment une difficulté à me projeter. Donc, j'avais cette espèce d'idéal au niveau émotionnel où quand j'étais là, j'étais bien. Mais d'un point de vue concret, terre à terre, j'arrivais pas. J'arrivais pas du tout. Alors, comment s'est prise la décision véritablement de dire aujourd'hui, je décide de partir, ou comment ça s'est produit le moment même de la décision? C'est très difficile en fait à retracer, mais bon, c'est un peu bête comme... mais je me souviens d'une scène où en fait, quand on a eu notre 3e enfant, on devait déménager. On habitait au cœur de Paris. On devait de toute manière déménager. Il fallait qu'on ait un appartement plus grand, avec plus de chambres, etc. Et donc, j'ai commencé à regarder les annonces pour chercher un appartement. Et mon mari ne voulait visiter aucun appartement avec moi. Et je lui ai dit, mais on est obligé. Là, je veux dire, on est arrivé dans cet appartement, on était 3, aujourd'hui on est 5. Donc, il faut qu'on parte. Donc, viens avec moi. Et il m'a dit, non, je veux pas. Je veux pas recommencer un nouveau cycle de vie, redéménager dans un nouvel appartement à Paris. Je veux pas. Et donc, en creusant cette histoire de je veux pas, je l'ai fait parler et je lui ai dit, mais alors tu veux quoi? Et il m'a dit, je veux faire le grand déménagement. Alors au début, j'ai pas compris. Je dis, tu veux quitter Paris? Tu veux aller à Aix-en-Provence? Et il m'a regardé d'un air, tu comprends, tu fais semblant de pas comprendre. Je lui ai dit, mais quoi, tu veux partir où? Et il m'a dit, ça y est, on a perdu pas mal de temps. Il va falloir qu'on soit courageux et qu'on fasse ce pourquoi on est programmé, en gros. Et donc, à cette période-là, je sais pas, pour la première fois de ma vie, j'ai lâché prise. C'est du lâcher prise au quotidien. En fait, c'est des grands écarts, quoi.
Et j'étais pas très rigide. J'étais assez rigide à Paris, j'étais pas très souple. Et ce lâcher prise de je lui fais confiance, comme il est très visionnaire et que je lui fais vraiment confiance dans les grandes décisions de vie, je sais pas, à un moment donné, j'ai lâché prise et puis il m'a dit on va partir 4 jours en Israël, on va faire un voyage de repérage. Et puis on a commencé à se mettre dans le projet. J'ai appelé des gens partout en Israël. Hein. Les gens me donnaient des numéros, puisque moi je connaissais vraiment quasiment personne ici, à part 3 ou 4 amis proches. Et donc on a commencé à passer des coups de fil. Et plus je passais des coups de fil, plus je me passionnais par ce projet. Et plus je m'impliquais dans cet avenir-là, en fait. Et donc on a commencé à organiser ces 4 jours en se disant on va visiter plusieurs villes, on va voir, on va sentir les choses. Et c'est comme ça en fait, le projet s'est dessiné comme ça. Et quand on est rentré après ces 4 jours en décembre, c'était de plus en plus net qu'on allait vraiment partir. Vous partez donc, comme prévu, après un certain temps donc, de gestation, trouvant un endroit pour atterrir finalement ici. Oui, à Ra'anana. À Ra'anana. Comment ça se passe l'arrivée, une fois qu'on a passé évidemment toutes les difficultés traditionnelles du déménagement, etc. Quelle impression ça fait de se retrouver chez soi ici au début? Disons que c'était un mélange de beaucoup de choses contradictoires. C'est-à-dire qu'il y avait une grande excitation. Alors moi, j'aime énormément le changement et j'ai vécu dans plusieurs pays dans ma vie, donc j'ai retrouvé ce souffle de vie de l'amour du changement, d'être happé par les choses, casser la routine, sortir de sa zone de confort. Donc vraiment une immense excitation avec beaucoup d'émotions. J'étais bouleversée en fait. J'avais un flow comme ça, je riais et je pleurais souvent par intervalles dans la même phrase. Donc ça, c'était l'euphorie en fait. L'arrivée, c'était l'euphorie. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'interrogations. Mais j'étais tenue par quelque chose de... Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision, mais de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et moi qui étais beaucoup dans le contrôle à Paris, beaucoup dans la planification, l'organisation, il fallait que les choses rentrent dans des cases, que tout s'organise, que tout s'enchaîne. Je détestais en fait les zones d'ombre, je détestais pas savoir. Je détestais même à Paris être surprise par les choses qui ne tournaient pas comme je l'avais anticipé. En fait, curieusement, j'ai lâché à ce moment-là et je me suis laissée porter par les choses. Il y avait beaucoup de joie dans le regard de mes enfants. C'était l'été. Donc au début, ça avait une tête de grandes vacances en fait. On avait l'impression de venir passer 2 mois de grandes vacances. Comme on est arrivé mi-juin, c'était juste avant les vacances scolaires. Voilà. Et puis on était très occupés. Donc il y avait une forme... on n'avait pas trop le temps de réfléchir en fait. Il fallait emménager l'appartement, inscrire les enfants à un centre de loisirs, faire les dernières démarches administratives, louer une voiture, appeler machin parce qu'on nous avait dit qu'il pouvait nous aider sur tel sujet. Donc tous les jours, il y avait énormément de choses à faire et en même temps, on avait nos 3 enfants sur les bras. Donc voilà, donc c'était un espèce de trop-plein et je dirais que cette euphorie, elle a commencé tout doucement à redescendre quand chacun a pris le chemin de l'école, nous de l'Ulpan au mois de septembre et les enfants qui ont commencé à être scolarisés. Alors quelles sont les étapes après? Bon, ça fait 4 ans maintenant depuis ce moment-là. Est-ce que vous diriez qu'il y a des étapes, en tout cas vous concernant? Oui, il y a eu beaucoup d'étapes différentes, mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas encore au bout de 4 ans dire si c'est un cycle où il y a des choses qui ont été à un moment donné et qui ne se représenteront plus, ou si au contraire, c'est des cycles qui vont recommencer. Donc je dirais qu'au début, pendant 6 mois, j'étais une écolière. Et je considère que j'avais moins de 4 ans. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on arrive en Israël, on vous met dans des classes, Kita Aleph, Bet, etc. Donc la Kita Aleph, concrètement, on a 6 ans, puisque c'est le CP.
On apprend l'hébreu. On apprend l'hébreu de zéro. Et donc, on se parle entre adultes. On a 30 ans, 40 ans, parfois 50 ans. On dit, t'es en quelle classe? Qui t'a Aleph? Et toi, bah, moi, je suis en Aleph plus. Donc, c'est 6 ans et demi, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que ça correspond vraiment à un vrai niveau scolaire. C'est-à-dire que quand j'étais, moi, en Kita Dalet, je vois aujourd'hui mes enfants qui étaient en Kita Dalet l'année dernière, c'est le même niveau d'hébreu. Donc, c'est pas... Quand je dis intérieurement que j'avais 4 ans, 5 ans, bah, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'au niveau de la maturité du vocabulaire, de la complexité de la pensée que je pouvais exprimer en hébreu, j'étais pas très âgée. Et cette phase d'Ulpan, elle est extrêmement... ça m'a énormément déstabilisée, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas appris. Donc j'étais une apprenante. J'étais pas une chef d'entreprise ou j'étais vraiment dans une écolière, au même titre que mes enfants. J'avais des devoirs, j'avais une classe, j'avais des exposés à faire, j'avais énormément d'inconfort parce que concrètement, tous les jours, on découvre à quel point on ne sait rien. Mais c'était une grande phase d'exploration et de rayonnement intellectuel. Parce qu'on est hyper stimulé et on doit puiser dans ses ressources les plus profondes et les plus intimes parce que c'est dur, parce que à côté de l'Ulpan, il faut diriger une famille, il faut aider ses enfants à l'école. Nous, on a quand même continué à travailler parce qu'il fallait quand même qu'on poursuive dans nos chemins respectifs. Donc c'était une phase extrêmement intense en fait et dense. Dont je retiens des sentiments ambigus, une grande euphorie, un grand rayonnement et en même temps une grande fatigue physique et émotionnelle. Fatigue, mais pas... Pas lassitude. Pas lassitude, ni vague à l'âme, ni rien non, de ce cet qui ordre-là. était chouette à l'Ulpan et ce qui manque depuis, c'est le sentiment du collectif. C'est que vous vous retrouvez qu'avec des gens qui ont exactement vécu le même déracinement au même moment et qui vivent les mêmes grandes étapes. Et puis ces gens viennent de partout, avec des nationalités différentes. Et moi, j'étais complètement intriguée et happée par ces gens parce que j'arrêtais pas de leur poser des questions. Mais toi qui viens de Mexico, tu avais une vie qui n'avait rien à voir avec la même et pourtant, à un moment donné de ta vie, tu as pris la même décision que moi. Pourquoi ? Et on avait tous en commun cette recherche de sens et ce sentiment qu'on n'arrivait pas à appartenir à nos patries d'origine et qu'on avait senti à distance, parfois sans bien connaître Israël ou parfois en le connaissant très bien et en sachant justement à quoi s'y tenir et pourquoi on avait cette intuition qu'ici on arriverait à appartenir et que du coup, toutes les difficultés, le fait de ne pas connaître la langue, etc., valait le coup et avait un sens. Et c'était quand même la langue là qui vous rassemblait. Oui. Et finalement, cette langue, quel rapport vous avez avec cette langue aujourd'hui? Moi, j'ai un rapport charnel et émotionnel à l'hébreu. J'ai toujours aimé l'hébreu. J'ai toujours été reliée à Israël par la musique, par des chanteurs israéliens, dont j'écoutais les mélodies, mais dont je ne connaissais pas les paroles. Je ne comprenais pas les paroles. Et je me rappelle, tout petite, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'avais été amenée par ma famille à un allumage de Hanouka. Et j'avais entendu toutes ces chansons populaires israéliennes et ça m'avait éveillée. Et à l'époque, ma famille n'avait quasiment aucun rapport avec Israël. Personne n'y était jamais allé, sauf ma mère, mais dans les années 60, très très tôt. Mes parents ne me parlaient pas d'Israël. C'était loin de moi, on n'était pas religieux, on ne mangeait pas cachère, on allait très peu à la synagogue, on faisait juste kippour. Et il y a eu cet allumage de Hanouka qui m'a juste fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose dans mon identité que je devrais explorer plus tard. Et puis après, j'ai découvert Israël beaucoup plus tard, mais alors par des biais mais complètement improbables. J'ai grandi à Charenton et je faisais du violon. Il se trouve que la ville de Charenton était jumelée à la ville de Zichron Yaakov. Et ma mère m'avait inscrite au conservatoire de musique parce que mon grand-père avait fait le souhait qu'un jour je ferais du violon. Encore une fois, aucun rapport avec Israël.
Et puis un jour, mon prof de solfège m'a dit on organise un voyage en Israël parce qu'en fait, on veut aller jouer à Zichron Yaakov et ensuite on va accueillir des musiciens israéliens. Donc dans un cadre complètement non juif. Et donc je suis rentrée, j'ai raconté ça à mes parents, ils étaient hyper contents. Et il se trouve que à l'âge de 15 ans, j'ai découvert Israël pour la première fois de ma vie dans un cadre de musique avec des non-juifs. Et donc j'étais la seule, où on était 3-4 je crois dans le groupe à être juifs. Et donc pour nous, le voyage avait une dimension complètement différente. Et donc voilà, j'ai été accueillie chez la famille Minsky de Zichron Yaakov. Et j'ai joué du violon au conservatoire de Zichron Yaakov. Et puis après, on les a accueillis chez nous. Et puis après, on a fait un autre partenariat avec cette fois-ci un groupe de danse de Zichron Yaakov. Et voilà. Et donc, Israël, chez moi, s'est construit par flash, par bribes, de manière complètement aléatoire et par hasard, quoi. Qu'est-ce que vous diriez qui a changé chez vous depuis que vous êtes ici, par rapport à votre phase parisienne? Vous avez déjà parlé un peu du fait que vous êtes moins rigide, moins organisé au sens prévisible. Mais fondamentalement, dans votre... qu'est-ce que vous diriez spontanément dans votre caractère Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas changé dans le sens où mon caractère profond est le même. Puisque quand je parle avec des amis qui m'ont connue à Paris et que je leur dis maintenant je suis comme ci, maintenant je suis comme ça, ils me disent mais t'étais déjà comme ça. Par exemple, vous dites Par quoi? exemple, l'empathie. J'ai l'impression d'être beaucoup plus empathique depuis que je suis en Israël, de m'intéresser beaucoup plus aux gens, d'être beaucoup plus spontanée. Et en fait, c'est vrai que je pense que j'étais déjà comme ça en France, mais la vraie différence, c'est que ici, j'ai l'impression que c'est des valeurs nationales. C'est-à-dire que certaines de mes valeurs ou des traits de caractère que j'avais à Paris étaient peu développés. J'avais peu d'occasion de les développer, ou c'était pas, ça ne se faisait pas. Par exemple, moi j'adore parler à tout le monde dans la rue. J'adore parler à des gens que je ne connais pas. J'appelle ça des moments de grâce. C'est-à-dire que quand j'arrive à parler avec quelqu'un dans des situations improbables et que ça se transforme en une discussion authentique, sympa sur la vie, ou dans l'avion, ou ça peut être n'importe où, pour moi, c'est des moments de grâce. Et quand ça se passait à Paris, ça me touchait particulièrement parce que c'était rare. Et ici, c'est complètement banal. Donc, des choses qui, pour moi, étaient des moments de grâce en France sont assez, je dirais pas ordinaires, mais monnaie courante. Donc, en fait, ce que ça a changé pour moi, c'est qu'il y a des parties, des pans entiers de mes personnalités de France que j'ai le droit de développer ici. Et donc, ma personnalité est beaucoup plus épanouie et je suis beaucoup plus moi-même, puisque j'ai l'impression que ma personnalité colle parfaitement aux valeurs du pays. Vous avez parlé aussi d'un changement psychologique un peu sur le fait que vous laissez aller, vous lâchez prise davantage. Vous pouvez parler un peu de ça? Oui, ça c'est vraiment, je pense, le marqueur d'avant et après l'Alia. C'est qu'en Israël, si vous voulez prévoir quelque chose, en général, ça ne se passe jamais. Ou bien, ça ne se passe jamais comme vous l'aviez prévu. C'est-à-dire que si, par exemple, vous devez aller chez quelqu'un à une heure précise, vous allez quand même y arriver. Mais il va se passer que, il va peut-être y avoir des conditions météorologiques, parce que quand il pleut, ici, c'est pluie torrentielle, quoi. C'est l'Asie. Donc, vous allez peut-être décaler votre trajet, ou on va vous annuler, ou vous allez avoir l'école qui va décider que ce jour-là, ça va finir plus tard. Donc en fait, quand je suis arrivée en Israël, je m'énervais tout le temps. Parce que j'étais insatisfaite, puisque j'étais dans mon costume de la Parisienne. La Parisienne déteste attendre. Attendre le métro plus de 3 ou 4 minutes, c'est insupportable pour une Parisienne. Elle regarde le panneau avec les trucs qui clignotent en se disant, en faisant des calculs, j'aurais vraiment pu, si je m'étais serrée, que si j'étais rentrée, que j'avais fait comme ça, j'aurais pu prendre le wagon d'avant et donc j'aurais pu arriver... Bon.
tous ces calculs-là sont mis en échec en Israël. Et la notion du temps n'a rien à voir. C'est-à-dire le 4 minutes du métro à Paris, ici, quand vous attendez le bus, c'est 20 minutes, une demi-heure. Et puis quand le bus il arrive, vous êtes content qu'il soit arrivé. Donc j'étais très, 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 très frustrée au début de l'ALIA. J'étais énervée. Et j'étais toujours dans la conclusion que ça ne se passait pas comme je voulais. Et puis à force d'être malmenée, à force qu'il vous arrive des choses qui ne sont pas comme on a prévu, à force d'être finalement déçu, frustré, ben, il y a quelque chose qui se passe. En fait, on se fait à tout, le corps, la psychologie, tout ça, c'est quand même assez plastique. Et il y a un moment donné où on se met à aller avec le sens du vent. On appelle ça en hébreu l'izrom. Le mot l'izrom, il est fort parce que zérem, c'est le courant. Et l'izrom, c'est hyper important. Ça veut dire aller avec le courant. Donc quand les gens vous disent « Est-ce que tu as envie de me voir aujourd'hui à 4 heures ?» On vous demande « Est-ce que tu zorem ?» Est-ce que tu vas avec mon idée? Et je dirais que ceux qui ne vont pas avec le courant en Israël, ils sont très malheureux. Ceux qui sont toujours en train de comparer, comme ceux qui attendent le métro à Paris, si j'avais réussi à avoir tel et tel, si ça s'était passé, eh ben je serais. Eh ben en fait, ces gens-là sont assez malheureux. Et ceux qui vivent en permanence dans l'ALIA avec cette frustration, c'est à mon avis les plus malheureux. Donc il y a une sorte de lâcher prise qui fait que les choses, on ne maîtrise pas tout. Oui. Et donc aussi on est en quelque sorte, il y a un partenaire dans oui. ce qui se passe. Il y a un partenaire invisible et finalement on apprend à voir en quoi ce partenaire invisible est une chance. C'est-à-dire que si moi je prévois des choses, je le prévois qu'avec à l'instant T ma connaissance du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc finalement ce que je vais prévoir c'est assez limité. Par contre si on fait confiance à ce partenaire invisible, il va en permanence nous proposer des choses que je ne pouvais pas imaginer puisque voilà, je suis limitée, je suis finie. Ça permet de sortir de cela. Ça permet de sortir, c'est-à-dire que... De cette détermination propre. Voilà, c'est-à-dire que là, si je sors de chez moi et que j'ai une bonne énergie et que je suis prête à accueillir ce qui va se passer aujourd'hui et que je suis ouverte, disponible, positive, eh bien, je ne sais pas, il se passe quelque chose en Israël, on dégage une forme d'énergie qui fait que l'autre va capter cette énergie et il va vous proposer quelque chose dont vous aviez rêvé, que vous n'aviez même pas formulé, mais qui va pile être pertinente avec votre intention du moment. Alors vous nous avez dit que vous aviez des métiers, de bons métiers, vous étiez bien installé en France, chacun avec un diplôme de grande école, etc., etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, comment se présente, 4 ans après, votre situation professionnelle ici et comment vous avez abordé cette reconversion? Alors évidemment, quand on est arrivé, on voulait rester la personne sociale que nous étions en France. Donc on s'accrochait en fait à tous ces paramètres. Donc moi, j'appelle ça, on avait des espèces de couches sociales. C'est-à-dire que donc les couches, c'est des choses qui s'accumulent. C'est le résultat d'une accumulation. Et c'est aussi un capital. Et on vit sur ce capital. Donc par exemple, le fait d'avoir fait une classe préparatoire, le fait d'avoir intégré une grande école, le fait d'avoir travaillé pour des entreprises prestigieuses, le fait d'habiter un certain quartier à Paris, le fait voilà, de faire partie de tous ces espèces de clans, de communautés qui, en fait, dont la définition n'a de sens que pour la France. Et donc, quand on est arrivé, on était les mêmes qu'à Paris. Donc, si vous voulez, moi, j'étais à 2 doigts de donner ma carte de visite quand je rencontrais des gens pour dire « Regarde, il y a écrit que j'étais directrice, tu vois, ma carte, le carton, il est beau, il est brillant, il y a un vernis, il est solide, etc. » Et en fait, très vite, j'ai vu dans le regard de mes interlocuteurs qu'ils ne comprenaient rien, en fait. C'est-à-dire que toutes les espèces de définitions que j'essayais d'expliquer pour leur rappeler qui j'étais à Paris n'avaient aucune importance ici. Et donc... aucune importance? Pourquoi finalement? Parce qu'il n'y avait pas d'importance, parce que... Alors d'abord, il y a quelque chose d'important à comprendre sur le travail.
c'est qu'en France, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois dans une soirée, la première question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce que tu fais? Donc, quel est ton travail? Comment tu t'occupes? Donc, c'est l'existence sociale. Et en Israël, cette question, qu'est-ce que tu fais? Elle viendra peut-être au bout de la 5e question. C'est-à-dire, d'abord, on va vous dire ah, tu as un accent français. T'es là depuis quand? Déjà. Voilà, déjà, ça, c'est ma marque de fabrique par rapport aux autres. Alors donc, ça me donne une opportunité de dire, bah oui, je suis une nouvelle immigrante et je suis là depuis combien de temps? Ensuite, on va vous dire, mais t'habites où? Parce qu'en Israël, l'endroit où vous habitez, finalement, c'est aussi une forme de carte d'identité. Donc, ceux qui habitent à Tel Aviv, ceux qui habitent dans le sud, ceux qui habitent dans le nord, ceux qui habitent à Jérusalem, parce que ça va aussi avec on peut le dire, il y a des formes de stigmates qui vont avec ça. Ensuite, on va vous parler de votre famille. Tu as des enfants. Alors, les enfants, c'est un thème incroyable ici. Et puis, on va vous demander aussi, entre deux trucs, mais ça te plaît ici? Tu es heureux en Israël? Et puis, pourquoi tu es venu? Donc, encore des questions là. Et puis, après, on vous demandera accessoirement, qu'est-ce que tu fais? Donc, je me suis rendu compte que quand moi, j'arrivais à parler de mon travail, ma carte de visite, directrice, etc., c'était une réponse quelque part que je leur donnais à une question qu'ils n'avaient pas, parce que pour eux, c'est pas quelque chose qui les intéresse en premier abord. Eux, quand ils me voient parler l'hébreu avec mon accent français, le premier truc qui les intéresse, avant de parler du travail et tout, c'est la question centrale de l'Alia. Parce que je leur apporte un éclairage différent sur leur pays d'origine. Je leur dis, que j'ai fait ce choix contre toute attente et que j'ai tout laissé. Un pays quand même comme la France qui les fait rêver. Au niveau du tourisme, la France, c'est un Eldorado. C'est un pays qui incarne des valeurs extraordinaires à l'extérieur. C'est le pays de la culture, de l'élégance, de la gastronomie, que ça. Donc, déjà, leur dire que moi, j'ai abandonné tout ça pour ce petit pays et que je l'ai fait avec mes tripes et que j'ai aucun regret et qu'en plus, j'arrive à être heureuse ici, déjà, ça, c'est une information extraordinaire pour eux. Parce que ça leur donne une lumière différente sur leur pays. Parce que eux, souvent, ils sont en burn-out de leur pays comme moi, j'étais en burn-out de la France. Donc, quelque part, ça les revigore. Ensuite, ça leur apporte l'information que leur pays, il est valable. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à être, à être préféré et choisi par rapport à un pays comme la France. Et puis, ça leur parle de la question de l'identité. Comment réussir à concilier toutes ces identités ou pas réussir à les concilier quand on est en diaspora. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il fallait que j'enlève ces couches pour arriver à l'essence. Et l'essence, c'est mon être. C'est-à-dire dire que j'étais directrice commerciale d'une boîte. Les Israéliens, on ne peut pas les tromper. Ils voient bien que ce n'est pas mon être le plus profond. Leur dire que j'étais une Parisienne, ben ouais, mais tu aurais pu naître ailleurs, en fait. Ce n'est pas non plus mon être le plus profond. Dire que je m'appelle Nathalie et que si, ok, j'aurais pu m'appeler différemment. C'est pas non plus mon être. Eux, les Israéliens, ce qu'ils cherchent tout de suite quand ils vous parlent, parce qu'il y a quelque chose de très direct et de très essentiel, presque existentiel, c'est quoi ton être? Ils veulent accéder directement à cette porte-là. Et donc moi, mon être, c'est cette petite voix que j'ai écoutée un jour et qui m'a dit, il y a quelque chose dans ce pays qui fait que là-bas, tu arrives vraiment à être toi-même. Et donc, quand je leur parle de cette petite voix et que je leur dis qu'ici, je suis en communion avec les autres, qu'il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui est moins du mental et qui est plus du côté du cœur, et que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici, et que quand j'étais en France, j'étais dans une forme d'inconscient, d'inconfort par rapport à toutes ces couches que je m'étais mise moi-même, et qu'ici, quand j'ai tout enlevé, je suis à l'air libre et je suis dans mon élément naturel, et là, ça leur parle. On se retrouve à nu, et pourtant, il faut quand même reprendre un certain nombre d'attributs identitaires, enfin, en tout cas, de faire quelque chose ici. Donc, il y a une redéfinition, une réinitialisation de cet être profond. Comment on se réinitialise? En fait, c'est comme la garde-robe. Quand vous arrivez en Israël avec vos conteneurs, vous avez vos habits français. C'est des habits formels pour aller travailler, des cravates, des talons pour les femmes, des collants, etc. Et toute cette garde-robe, elle est complètement has-been. C'est-à-dire qu'elle est
elle n'est pas du tout adéquate au pays. Donc, je dirais que l'alias, c'est un peu pareil que la garde-robe, c'est qu'il faut enlever toutes ces couches sociales qui ne parlent pas à un Israélien. Comme moi, j'ai mis de côté ma garde-robe parisienne et je me suis mise à racheter des habits avec des habits colorés, légers, en voile, qui ne serrent pas, où on est à l'aise. J'ai acheté pour la première fois de ma vie des tongs. Parce qu'en fait, ici, on met des tongs, on est à plat. Les talons, bon, bah, j'ai des chaussures magnifiques, mais en fait, elles voient le jour 3 jours dans l'année. Et donc, je me suis mise à redéfinir ma garde-robe avec aussi des choses beaucoup plus simples du quotidien. Comme je suis en train de me redéfinir en remettant des couches sociales, mais qui me correspondent beaucoup plus. Donc ici, par exemple, une des couches que j'ai remises et qui n'était pas très développée en France, c'est la couche de la mère de famille. Ici, c'est hyper important de dire je suis mère de famille, quel âge ont mes enfants, de parler de ses enfants, de parler des activités de ses enfants. C'est quelque chose qui était complètement occulté à Paris parce qu'en fait, à Paris, les enfants encombraient puisqu'ils étaient quelque chose qui entravait la carrière professionnelle d'une femme. Puisqu'en gros, il fallait rentrer plus tôt, il y avait les congés maternité qui étaient un problème. On ne pouvait pas se donner à fond, donc on ne pouvait pas arriver au sommet de l'entreprise parce qu'on avait la tête prise par autre chose. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je dirais que le centre, c'est quand même la famille. Et la carrière, elle est là pour les mêmes raisons, d'épanouissement, d'un point de vue matériel, d'occupation, etc. Mais la couche de la mère de famille, elle est beaucoup plus importante. Ensuite, il y a le rayonnement social. Les gens avec qui on va nouer des rapports, les activités qu'on peut faire pendant ces heures perdues, le week-end, comment on va découvrir le pays. On appelle ça les tioul. Les tioul, c'est le sport national en Israël. Bien visiter, quoi. Visiter le pays. Moi, quand je reprends le travail le dimanche matin et que je leur parle de mon week-end et que je leur parle des tioul, c'est quelque chose qui est très, très fort au niveau des discussions. Donc, en fait, voilà, on remet d'autres couches qui ne sont pas les mêmes. Et je dirais que ce balancier au début, comprendre qu'il faut enlever les couches françaises, accepter de les enlever, donc se lâcher prise, de dire ok, je lâche l'affaire, cette accumulation-là, ce capital que j'ai, ben finalement, je vais accepter de le perdre. Et peut-être que en acceptant de le perdre et en recommençant à zéro, ça va nous permettre de repartir de plus belle. C'est en fait un gage de longévité en Israël. Ceux qui essayent de rester sur le capital de la France et qui essayent de le tirer le plus possible, il y a toujours un moment où ça craque. Donc autant gagner du temps et recommencer le plus vite possible. Mais professionnellement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Professionnellement, vous continuez à travailler un peu pour la France? Alors moi, en fait, j'ai continué mes activités avec la France, mais je les ai diversifiées en prenant je fais du business développement en fait, je fais du commerce. Et donc, j'ai pris des clients israéliens. Donc, j'ai gardé le même métier. Mais disons que je l'ai mis un petit peu avec la sauce israélienne d'abord pour avoir une occupation ici. Et en plus, pour avoir le sentiment d'aider le pays et de contribuer au pays. Parce que j'avais aussi du mal à me dire, OK, moi, mon boulot ici, c'est juste d'élever mes enfants et de faire en sorte qu'ils vont adhérer à la culture du pays sans contribuer de ma propre personne. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver une forme de compromis. Mais il y en a d'autres qui gardent le même métier et l'appliquent à Israël. Il y en a d'autres qui arrivent à garder le même métier appliqué à la France, mais qui, par exemple, vont se lancer corps et âme dans des activités de bénévolat, dans d'autres choses qui vont aussi aider le pays, mais pas sur le plan professionnel. Et puis, il y en a qui changent radicalement de vie. Donc là, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être adapté au bout de 4 ans et vous avez aussi, comme vous l'avez dit, ce sentiment de vouloir faire quelque chose pour le pays. Je voudrais qu'on parle un peu de l'attachement qu'on a au national, pour utiliser un terme qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, ou qui a mauvaise presse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rattache à cette collectivité au plan national israélien, de l'État, du gouvernement, enfin, en tout cas du pays, de la nation. Comment vous pourriez définir ces liens qui se sont tissés collectivement et qui finalement ont rétroagi sur votre personnalité individuelle? Disons que, en fait, ici, on est beaucoup dans l'interaction. C'est-à-dire que
Les gens, si vous montrez de la curiosité et de l'intérêt pour eux, en retour, ils vous adoptent. Et donc, quand au fil des jours, vous montrez toujours cette forme d'appétence, de curiosité, et que vous sentez qu'ils vous aiment, qu'ils vous adoptent, qu'ils prennent soin de vous, qu'ils vous demandent comment vous allez, bah, vous commencez à tisser des liens avec des gens qui, justement, n'ont pas du tout les mêmes couches sociales que vous. Pas grandi au même endroit, pas les mêmes milieux, pas le même métier, etc. Et donc, c'est ça, en fait, c'est en tissant le territoire de tous ces gens qui étaient des inconnus et qui font partie de votre paysage amical, que finalement, le tout vit en vous, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez au square et qu'une maman que vous ne connaissez pas prend soin de votre enfant, le prend par la main, voit un enfant qui pleure, cherche sa maman, va lui donner un goûter, va le considérer presque comme son enfant, vous êtes obligé de... On est dans le mimétisme. C'est-à-dire que moi, je ne le faisais pas en France et maintenant, je le fais ici. L'enfant du parc et l'enfant du pays. Parce qu'on n'osait pas en France, finalement, on va dire, on s'occupe de ce qui ne regarde pas. La mère ne va peut-être pas apprécier qu'on prenne l'enfant par la main ou suspecter non, que... je ne pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il y a quelque chose de... En fait, on est dans du mimétisme. On est foudroyé par la culture dans laquelle on est baigné. C'est-à-dire que quand vous êtes au parc et qu'il y a une maman qui ouvre son paquet de gâteaux, qui est hyper généreuse, qui donne quelque chose à votre enfant, qui le fait descendre dans le toboggan, qui le voit pleurer et qui lui sèche ses larmes et qui lui dit comment ça va, etc. Bah, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner à la française avec le petit goûter pour mes petits-enfants, avec leur petit chagrin où tout est cantonné, c'est pas possible. Donc, enfin, ou alors, vous êtes vraiment... en gros, vos enfants vous le font sentir, quoi. Hey, maman, t'es pas sympa, elle est en train de... Ça fait 10 jours qu'elle nous nourrit tous les jours, vas-y. Donc, en fait, il y a une forme de mimétisme. On fait comme les autres. Donc, par exemple, moi, au niveau de l'école, au début, c'était nouveau. Après l'école, les mamans prennent les enfants chez elles pour jouer. Et pour moi, c'était bizarre parce que je veux dire, on ne va pas faire ça tous les jours, qu'il y ait un enfant qui vienne jouer, etc. Mais comme c'est dans la culture et que si vous ne le faites pas, vos enfants vont en souffrir parce qu'ils vont se sentir par rapport aux autres différents, ou, en fait, vous faites. Donc, c'est vraiment du mimétisme. Et pareil, il y a des choses que je ne faisais pas en France. Oui, je me réfrénais. Là, je vous demandais... finalement la question sur votre adhésion nationale au national, Ouais. et puis vous revenez dans le jardin d'enfants. Oui. Ça veut dire qu'il Ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe par là. C'est-à-dire que pour arriver au macro, vous passez par le micro, puisque le macro, par définition, il est quand même loin. Il ne vous touche pas au quotidien. Donc moi, quand on me dit « c'est comment Israël ?» je ne peux pas vous dire « c'est comment Israël ?» Je ne peux pas vous dire si c'est comment l'Alia. Est-ce que c'est bien Ranana? Je ne peux pas vous répondre. Moi, je peux vous dire que quand j'ai pas de lait dans mon frigo, je vais taper chez la voisine. Voilà ce que je peux vous répondre. Donc, je vais vous répondre par le micro. Quand j'ai pas la bonne marmite, je vais cuire ma viande sur le feu de ma voisine. Et ma voisine, je la connaissais pas avant d'habiter ici. Et ma voisine, elle a rien à voir avec moi. Elle est née ici, et voilà. Et donc, moi, quand je pense au macro, je pense au micro. Quand on me dit comment c'est Israël, je pense à ma voisine. Quand on me dit est-ce que tes enfants sont heureux, je pense à la maman qui a amené les devoirs de mon fils tous les jours et qui a pris soin de lui quand il était malade. Et vous avez un fils et qui va aller à l'armée, sans doute. Oui. Là, il y a une dimension différente aussi qui entre en jeu. Est-ce que, parce que là, on est encore dans le micro, mais malgré tout, oui, à une dimension différente nationale. Je pense nationale. que c'est juste que c'est vrai que ce que m'ont décrit beaucoup de personnes, c'est que c'est au moment de l'armée, au moment même, il y a un tekes, une cérémonie où on appelle ça le guious, où les enfants rentrent à l'armée. Et donc concrètement, là, on donne son enfant à l'armée. On dit même quelque chose qui est assez choquant quand même. On dit que l'enfant, pendant 3 ans pour le garçon, est la propriété de l'armée. C'est-à-dire que il
il est quasiment plus votre enfant. L'armée va lui dire quand il a le droit de sortir, quand il a une permission. Par exemple, si vous avez une fête de famille et que pour vous c'est évident que votre fils va venir, bah, on demande la permission à l'armée de faire sortir l'enfant. Et ils ont effectivement... et donc, c'est vrai que on dit souvent que c'est à ce moment-là que le grand tout et le petit tout se rencontrent. C'est-à-dire que quand mon enfant va servir le pays, protéger le pays et être au service du peuple israélien, bah c'est mon bras, quoi. Donc en gros, je vais être dans le national. Mais même avant l'arrivée à l'armée, je le ressens. Je le ressens. J'ai de la peine quand les Israéliens ont de la peine. J'ai de la joie. Par exemple, l'Eurovision. Vraiment, l'Eurovision, quand j'étais en France, ça me passait. On était toujours dernier d'ailleurs. Et alors là, c'était vraiment... Je ne savais même pas quand il y avait le concours de l'Eurovision. Bon, bah, quand il y a eu Israël qui a gagné l'Eurovision, c'était une explosion de joie tellement telle. Ma fille, mes enfants, l'école, ils ont fait des... On peut pas ne pas... En fait, c'est très dur de ne pas être à l'unisson avec le peuple parce qu'en fait, la joie ou la peine sont des sentiments communicatifs. Et partagés. Et partagés. Par contre, c'est vrai que la politique, où on est plus dans des choses intellectuelles, du mental, où c'est moins une explosion comme ça de sentiments, voilà, c'est pas quelque chose qui me touche, mais ça me touchait déjà pas trop en France. J'ai parlé des fils, mais évidemment, c'était un tropisme francophone. D'ailleurs, en France, il n'y a plus ni garçons ni filles qui vont à l'armée. Bon, parenthèse, mais il y a aussi des filles qui vont à l'armée. Oui. Et j'avais envie de vous poser une question sur les rapports hommes-femmes en Israël. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change, du fait peut-être que les filles vont à l'armée, qu'il y a un respect plus grand peut-être pour les femmes ou autre. Qu'est-ce que vous sentez quelque chose à ce niveau-là? Alors moi, je suis plutôt critique en fait. Venant d'un pays comme la France où on parle beaucoup d'égalité homme-femme, l'émancipation de la femme, la lutte sur les salaires, etc. Je trouve qu'Israël a encore beaucoup à apprendre et plutôt en retard. Rien que pour une chose assez simple, l'école finit à 1h30. C'est un fait. Alors évidemment, il y a des formes de garderie, la tsaroni, pour prolonger jusqu'à 5h, mais les enfants n'y vont plus après l'âge de 9 ans, parce que voilà. Donc, imaginez que tous les jours, à partir d'1h30, vos enfants sont dans la nature. Et donc, il y a la notion de charge mentale, dont on parle beaucoup. Évidemment que les hommes et les femmes la partagent, évidemment qu'un père... Mais il n'empêche que c'est quand même les femmes qui prennent le plus. C'est-à-dire que moi, tous les jours à 1h30, j'ai mes 2 enfants qui m'appellent pour me dire, voilà, je suis sortie de l'école, où est-ce que je vais, quelle est la logistique aujourd'hui, etc. Donc cette charge mentale, elle vous empêche quand même d'être totalement disponible à un envol professionnel. Ou alors il y en a qui arrivent, mais elles arrivent très bien à compartimenter. Donc je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'arriver à des positions hyper prestigieuses, alors qu'en France, en fait, tout était fait pour. Je ne parlais pas vraiment forcément de l'égalité homme-femme au niveau professionnel ou dans le couple, mais des rapports garçon-fille. J'avais le sentiment, quand, par exemple, qu'on se promène à Tel Aviv ou une jeune fille se promène à Tel Aviv le soir, il n'y a pas tellement de risques pour elle, ou moins de risques pour elle. Mais je ne sais pas si c'est lié au rapport homme-femme. Je pense qu'il y a, paradoxalement, en Israël, il y a un grand sentiment de sécurité. C'est-à-dire que même les personnes âgées, 70 ans, 80 ans et plus, se baladent dans le pays avec une forme d'insouciance qu'elles n'ont pas à Paris. Et c'est assez paradoxal parce que, effectivement, c'est quand même un pays qui est menacé. Donc je ne sais pas si ce que vous décrivez est lié vraiment... Oui, il y a... Ça tient à la solidarité peut-être aussi que vous décrivez aussi, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un Il y a un vivre ensemble. Il y a un vivre ensemble. D'ailleurs, on ne parle jamais de vivre ensemble parce qu'il existe. Et en France, on parle beaucoup d'un vivre ensemble parce qu'il n'existe pas. Donc ça, pour moi, ça fait partie du fait que c'est le peuple israélien avec cette cohésion nationale où... Voilà, on a des égards les uns envers les autres. Après, sur les rapports hommes-femmes, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense que ça, c'est une tendance mondiale et qu'Israël n'échappe pas à cette tendance mondiale et elle arrive jusqu'ici. Alors, 2-3 questions pour terminer plus
plus général, peut-être un peu plus théorique, sur la judéité. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez toujours juive ou israélienne? Est-ce que ça a évolué, cette identité proprement juive ici? Bah, en fait, c'est vrai que je ne ressens plus le besoin de faire ou de dire des choses, puisque j'ai le sentiment d'être arrivée à la maison. Donc c'est déjà hyper agréable de plus être, entre guillemets, la juive de service. Et du coup, ça donne C'est-à-dire, bah, disons qu'en France, quand il y avait des manifestations anti-israéliennes, quand il y avait le boycott des universités, quand il y avait tout ce qui est lié à l'antisémitisme, bon ben forcément, c'était pour moi, quoi, en gros. C'est-à-dire, c'est à moi qu'on allait parler, il fallait que j'aille... Tout ça, j'ai plus. Donc en gros, si par exemple demain, il y a une manifestation à Kikar Rabin à Tel Aviv sur tel ou tel sujet, j'ai le choix, le droit d'y aller ou pas. Et ça ne va rien changer. Alors que j'avais une forme de responsabilité en France. S'il y a une manifestation contre l'antisémitisme et que je n'y vais pas, j'aurais eu une forme de culpabilité parce que j'avais cette responsabilité-là. Donc l'ALIA donne l'opportunité de se définir autrement. On n'est plus, et moi, j'ai eu le sentiment que cette histoire de judéité, etc., m'a empêchée d'accéder à certaines choses en France. Par exemple, j'ai beaucoup fait de choses artistiques, du théâtre, de l'improvisation. Et il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de communier, quelque chose de presque culturel, qui fait que c'était pas pour moi. Et ça m'a empêchée en fait de me développer ici. Ici, je fais partie de groupes de théâtre. Et voilà, il n'y a même pas de sujet, il n'y a même pas d'histoire, alors qu'encore une fois, culturellement, on est loin, quoi. Ils parlent de choses, de références que je n'ai pas, etc. Et pourtant, donc voilà, je me sens obligée de rien. Et ce que je le fais par envie et plaisir. Si j'ai envie d'aller à la synagogue pour écouter la Megillat Esther à Purim, j'y vais parce qu'il y en a partout et qu'elle est en face de chez moi et qu'en plus c'est un jour chômé. Alors qu'en France, c'était une vraie démarche. Il fallait poser un jour, il fallait s'organiser, il fallait faire manquer les enfants à l'école, bon, c'était toute une histoire. Donc ici, j'ai toutes les conditions qui sont réunies, mais si malgré ces conditions, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas grave. Et par rapport à la pratique juive ou à l'étude ou à ce que vous faisiez en France, que vous faites ici, c'est resté semblable ou... Non, c'est différent parce que je suis encouragée par mes enfants ici, puisqu'ils l'apprennent à l'école. Ils connaissent la loi juive. Ils ont pas classe quand il y a une fête juive. Donc, pourtant, ils vont à l'école laïque. Ils vont à l'école laïque, mais israélienne. Donc, c'est quand même fête nationale. Et donc, en fait, on est entraîné par nos enfants. Et donc, comme on est entraîné par nos enfants, c'est un plaisir. Et donc, ça devient... Voilà. Donc, je pense que c'est ça la grosse différence. En France, si je ne leur disais pas que c'était Purim, et si on n'allait pas nous-mêmes organiser Purim dans la famille, Purim n'existait pas. Purim n'était que dans nos têtes. Ici, Purim est partout. Et c'est vrai pour toutes les fêtes. Et c'est pour toutes les fêtes. Par exemple... je parle souvent d'une histoire de monde parallèle. Ce qui est très marquant, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour en France, quand vous êtes dans la synagogue, vous avez l'impression que tout le monde fait Kippour et que c'est vraiment le jeûne et le jour le plus important de l'année. Mais quand vous sortez de la synagogue, c'est assez perturbant de voir qu'il y a des voitures. Les gens sont au restaurant, ils font des achats. Les gens travaillent, tout marche. Sauf vous, vous êtes dans votre jeûne et donc Kippour est dans votre tête. Ici, Kippour, c'est-à-dire que même celui qui ne veut pas faire Kippour, c'est-à-dire en gros manger, même s'il veut faire tout le reste, le pays est mort. Tout le monde est habillé en blanc, même les pas religieux. Il n'y a aucune voiture qui circule. Voilà, les enfants sont en vélo parce qu'il n'y a pas de voiture, donc toute la ville est remplie d'enfants en vélo. Et donc Kippour n'est pas que dans ma tête, Kippour est à l'extérieur de moi. Donc je dirais que la grande différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de monde parallèle ici, alors qu'en France, on vivait dans un monde parallèle, surtout dans ces jours de fête. Est-ce que tout ce que vous avez dit là peut finalement
se ramener à cette notion d'hébraïté, c'est-à-dire un individu juif qui s'est mis en collectivité et qui vit à l'unisson des autres, pas uniquement au niveau communautaire comme avant, mais au niveau de l'expression complète nationale d'un peuple. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Ben, disons que je pense que... Et est-ce que vous avez aussi, pour finir la question, pour peut-être l'aiguiller un petit peu, est-ce que vous avez une vision de la destination, de où va cette société, à quoi cette construction de cet État va être destinée? Alors, je pense qu'il y a une vraie différence presque ontologique entre les nouveaux immigrants et les tsabarim, ceux qui sont nés ici. Puisque nous, dans notre chair, on ressent cette différenciation. C'est-à-dire que ce dont je vous parlais entre l'intériorité et l'extériorité, le fait que ça soit extérieur et que pour nous, ça soit extraordinaire, puisqu'on n'est plus les seuls à le porter, et que ça soit partagé, et que ça soit finalement un fil en commun qui est tissé. Pour nous, ça reste magique et on est toujours en train de comparer ça. Et pour eux, c'est quelque chose ils sont nés avec ça. Donc, eux ne l'apprécient pas et ne le valorisent pas comme nous. Donc, je pense qu'il y a vraiment une différence à ce niveau-là, qui fait que moi, le peuple d'Israël, je suis fière d'y appartenir, j'ai le sentiment d'y appartenir et je le revendique et c'est presque pour moi une marque de fabrique. Tandis que pour eux, il n'y a rien d'extraordinaire puisqu'ils ont toujours connu ça. Et limite, il y en a pas mal qui aimeraient arrêter d'y appartenir parce qu'ils ont un sentiment d'étouffement et ils ont un sentiment qu'ils aimeraient aussi parfois prendre des vacances de ce peuple d'Israël. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour moi, la joie que je ressens en vivant en Israël vient de ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que mon histoire millénaire, l'histoire de ma famille, l'histoire de mon nom de famille, l'histoire du fait que je me suis jamais sentie à la maison avant ou par bribes, cette histoire de diaspora, cette histoire de retour aux sources, c'est l'histoire la mieux partagée ici. C'est-à-dire que ce qui faisait ma différence en France et quelque part me classer dans les gens à part, et mon gage de normalité ici. C'est mon sésame. C'est-à-dire que quand je parle de mes parents qui sont nés en Tunisie, du fait qu'ils soient arrivés en France, du fait que nous ayons quitté la France et nous soyons venus ici, cette histoire de multiculturalisme, où dans ma famille on parle l'arabe, maintenant mes enfants parlent l'hébreu, nous on parle le français, tout ça, c'est quelque chose qui était... qui vraiment m'éloignait finalement du commun des mortels en France et qui me rapproche de n'importe quel Israélien. Et donc du coup, cet art est devenu pour moi une gage d'intégration, c'est vraiment mon passeport. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui donne un sentiment de liberté immense, c'est-à-dire que je dis souvent que moi je parle allemand et j'ai vécu en Allemagne. Donc j'arrive et j'adore le monde ashkénaze. Donc j'ai et j'aurai toujours toute ma vie un rapport avec tout ce monde ashkénaze, le monde du yiddish, le monde du klezmer, je connais. Je suis séfarade par mes origines, donc je peux toucher tout ce monde séfarade. Je suis française, donc j'ai la culture européenne, donc je comprends tous les gens dont les grands-parents viennent de Pologne, d'Allemagne, ce monde-là. Et puis, j'ai une partie de ma famille qui est religieuse, une partie de ma famille qui est laïque. Moi, je suis au milieu. Et en tant que Français, on a une immense carte à jouer en Israël parce qu'on fait partie des rares à pouvoir faire un pont où il n'y a pas de dichotomie pour nous. On peut faire Shabbat et avoir... un pantalon. On peut avoir des amis non juifs et pourtant manger cachère, etc. Donc en fait, par cette mosaïque comme ça d'identité, etc., que m'a donné la France et qui est une vraie chance, je peux communier avec absolument n'importe qui en Israël, à condition de parler la langue. Et c'est pour ça que c'est fondamental de parler l'hébreu, puisque tout ce que je vous ai décrit, si vous ne parlez pas l'hébreu, il y aura
une espèce de barrière, certes artificielle, parce que ce n'est qu'une langue, mais quand même, dans la langue, vous avez beaucoup d'authenticité de la personne qui passe. Donc, à condition de parler l'hébreu, vous pouvez communier avec 100% du peuple d'Israël, ce qui est une immense chance. Moi, quand je sortais de Paris et que j'allais dans n'importe quelle ville de province en France, alors j'avais une forme de communion quand même parce que je retrouvais cette forme d'authenticité qu'ont les gens de province et qui est très forte en Israël et avec laquelle je communie ici. Mais j'avais quand même l'impression que tout nous opposait, tout nous séparait. C'était quand même un grand dépaysement. C'est quand même fou que je me sente moins dépaysée en allant à Haïfa, alors que ça fait que 4 ans que j'habite ici, ou en allant à Eilat, ou en allant à Rishon LeZion. Je suis moins dépaysée que quand j'allais dans le Doubs ou dans le Loir-et-Cher. C'est quand même improbable, alors que je suis née à Paris, que j'ai fait des études, que je connais toute la culture, j'ai lu tout. Et pourtant, je suis inculte sur le plan de la culture israélienne, mais il y a un espèce de fil invisible qui fait que je suis reliée à eux. Comment vous regardez, pour terminer, les Juifs qui sont restés à Paris? Quel sentiment vous avez par rapport à eux? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour l'Alia. Et vraiment, l'Alia demande une forme de, comme je l'ai dit en introduction, une forme de souplesse et de lâcher prise. C'est sûr que si vous êtes hyper occupé par votre ego, par justement votre capital, ce que vous avez accumulé, c'est sûr que l'Alia est une immense source de souffrance. Parce que c'est un immense déracinement et je ne vais pas vous mentir, ce que vous avez accumulé en France ne va pas forcément ni vous aider ni vous servir. En revanche, ceux qui voient l'Alia comme une chance de se réinventer, de recommencer une page blanche et de se dire que c'est pas commun dans la vie de pouvoir à la fois écrire un nouveau chapitre, avoir plusieurs vies dans une seule. Je vois bien dans mes amis ceux qui sont très 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 attachés à ce qu'ils ont construit et qui leur donnent le sentiment que ça les définit presque dans leur essence, leur titre, leur carrière, etc. S'ils ont le sentiment que ça les définit dans leur essence, à ces gens-là, je ne leur conseille pas de faire l'Alia. Parce que c'est une immense source de souffrance de voir qu'ici, ça n'aura aucune valeur. Ou presque, j'exagère, il y a des métiers qui sont quand même compatibles. Par contre, ceux qui ont le sentiment que leur être profond n'est pas du tout défini par ce qu'ils ont, entre guillemets, construit, c'est-à-dire qu'ils pourraient totalement se réinventer et être quelqu'un d'autre et qui voient même ça comme une chance d'avoir plusieurs vies en une seule, ces gens-là sont pour moi les candidats vraiment idéaux pour l'Alia. Donc, en fait, quand je vais à Paris, je vois bien ces deux typologies de personnes. Il y en a où je sens qu'ils ont envie mais qu'ils n'osent pas. Parce que c'est quand même impressionnant, c'est un saut dans le vide. Et pour ceux-là, c'est vraiment dommage. Par contre, les autres qui sont hyper agrippés, il vaut mieux, ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis, quand vous revenez à Paris, sur vous, spontanément, comme ça? T'as changé, t'es devenue une vraie Israélienne? Ouais, en fait, ils disent que je suis hyper... que c'était fait pour moi, parce qu'ils trouvent que je suis en train de me développer, de m'ouvrir, que je rayonne beaucoup plus en Israël que je rayonnais à Paris. Après, moi, je leur cache jamais les difficultés. C'est-à-dire que je leur raconte à quel point c'est dur et à quel point c'est extraordinaire. Parce qu'il y a vraiment les deux dans l'Alia. Et chez certains, je sens une forme de frustration. Donc, voilà. Je sens qu'ils aimeraient, mais qu'ils n'y arrivent pas pour des raisons de travail, etc. Et il y en a d'autres où il y a un peu de défiance. Où en gros, ils en ont marre qu'on leur parle d'Israël et d'Alia. Et surtout, comme il y a des difficultés aujourd'hui en France assez importantes, ça remue un peu le couteau dans la plaie. Donc, j'essaye vraiment de ne pas mettre en concurrence la France et Israël. Parce que l'Alia, c'est un choix qui doit venir vraiment de l'intérieur. Il ne faut surtout pas faire son Alia parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'extérieur de vous. Parce que, en fait, je pense souvent que les choses qui ne vont pas, en général, elles ne durent pas. Tout est temporaire. Donc, en fait, si vous prenez une décision parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui ne va pas, le jour où ça va disparaître et ça va aller, vous allez vous retrouver à Ranana,
sous les orangers. Et vous allez vous dire, mais en fait, j'étais bien à Paris. J'avais le musée, l'opéra, le métro, la carrière, l'école qui finit à 18 h, les congés payés, 5 semaines de vacances. Je gagnais bien ma vie, mais qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère? Donc, il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et tout le monde, voilà, et tout le monde n'est pas fait pour. Et puis surtout, chacun a son momentum en fait. Il y a un moment où on peut plus on peut pas faire autrement. Die lijf zo achter die hier.